Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Ce soir, le Grand Jury reçoit le professeur Franklin Nyamzi, fraîchement auteur de ce livre intitulé L'impérial terrorisme, forme actuelle de l'agression occidentale et moyen-orientale contre l'Afrique, épreuve irréfutable de l'offensive de l'OTAN en Afrique. Franklin Nyamzi, merci de cette toute première comparution devant les grands jurys. Merci infiniment. Je salue le grand peuple africain du Mali. Je salue le grand jury et le public de Renouveau qui est connu maintenant sur tous les continents. Vous êtes regardés de partout. Bravo à cette chaîne que j'ai vu se construire et qui maintenant est dans les standards de modernité internationaux. Merci. Avec moi justement pour vous interroger ce soir, Abdraman Keita, il est directeur de publication du journal Le Témoin. Keita, merci d'être là. Bonsoir. Keita, allez-y. Bonsoir. Elhaj Chana Takiou, il est directeur de publication du journal Le 22 septembre. Elhaj Chana qui porte son bonnet blanc. Chana, merci d'être là. Abdraman et son bonnet. Oui. Il semble se défaire de son bonnet noir. Hein? Il n'y a pas de broderie aujourd'hui. Bonsoir Barou. Allons-y à l'essentiel. Et je suis Oumar B-Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM également ou la 98.1 FM encore une fois. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Grand Jury. Franklin Nyamzi, votre visite, votre séjour au Mali, dites-nous un peu pourquoi Franklin au Mali aujourd'hui. Alors, Nyamzi ou Cameroun, ou Mali, ou Africa. Je suis fils de cette terre et il n'y a pas un seul recoin de notre triangle extraordinaire africain qui ne soit en quelque sorte représentatif de l'espoir d'une communauté émancipée, prospère, en paix et en sécurité, dont je suis devenu en quelque sorte l'un des ardents défenseurs sur le terrain des idées. Je me bats avec la plume, avec le livre, avec le concept et avec la docte espérance. Et donc, pour moi, le Mali, aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le pays central du mouvement émancipatoire du 21e siècle africain. Pourquoi le Mali? Mais parce que le Mali est l'un des rares pays africains à avoir conservé amplement ses racines, malgré les épreuves négrières, coloniales, néocoloniales. Le Mali a conservé, à travers ses belles langues, à travers sa tradition, à travers sa fidélité, malgré les hauts et les bas que toute l'Afrique traverse, le Mali est vraiment le lieu à partir duquel on se réenracine quand on est africain des diasporas et on peut s'adresser d'ici à toute l'Afrique. Vous êtes au Mali à l'invitation des autorités de la transition? Alors moi je suis venu au Mali à partir de 2012 et je suis venu au Mali d'abord comme professeur de philosophie. J'ai enseigné pendant 10 ans à l'Université catholique du Mali, dont j'ai contribué à la fondation du département de philosophie. Donc le Mali c'est chez moi en tant qu'enseignant. J'ai vécu chaque année, à partir de 2012, un mois de à quelle Samaya. université catholique il s'agit? L'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, l'UKAO UUBA. Oui. À Hamdalaï, là. À Hamdalaï et en partie à Samaya, où j'ai passé un mois de ma vie pendant 10 ans chaque année. Donc le Mali, c'est d'abord une terre dans laquelle je me suis connecté en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant. Je suis prof de philo, de sciences politiques et d'histoire politique africaine accessoirement. Et progressivement, le Mali a été le lieu à partir duquel j'ai estimé qu'il m'était possible de m'adresser le plus largement aux Africains. J'ai créé et obtenu la légalisation de l'Institut de l'Afrique des libertés. 35 chercheurs répartis sur tous les continents et qui alimentent la médiasphère d'articles, d'analyses et d'engagement. Avant justement de parler de votre livre, Keita est certainement une question périphérique. Périphérique, je vais rentrer directement dans ce que j'ai entendu. Quoi. Souvent tu le dis. Vraiment, ce qu'on pense. Oui, bien entendu. On est rentré là-dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on rentre directement là-dedans. Il a commencé, selon ce que j'ai entendu déjà, le Mali, pays qui s'enracine par rapport à qui a conservé ses racines et tout là. Bon, en réalité, c'est la même chanson qu'on entend de vous. Vous n'aimez pas les chansons? Non, la même chanson, mais quand elles sont redondantes
C'est ceux qui peuvent un peu heurter. Voilà. Donc, la même chanson qu'on entend, chaque fois, les racines africaines, est-ce qu'en réalité, à force de regarder derrière, d'être passéiste, d'être comme on peut dire rétro-top, est-ce qu'en réalité, on n'est pas en train de perdre la marche du monde de l'avant, parce que de plus en plus, on parle dans le reste du monde, on est en train de parler de l'IA, de l'intelligence artificielle, on est en train de parler de développement d'une certaine envergure, mais nous sommes là encore dans les racines. Est-ce que vous n'êtes pas en train de, au lieu d'œuvrer vraiment à l'émancipation réelle et moderne de l'Afrique, une émancipation un peu passéiste, si vous voulez, maintenir l'Afrique dans le passé. Quelque part, on ne peut pas dire inutile, mais hors de saison. Allez-y. Merci de votre question. D'abord, je voudrais vous dire que l'une des raisons pour lesquelles les Africains aiment le Mali, c'est que c'est une grande terre de musique, au moins depuis le Moyen-Âge, au cœur de l'Europe, de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Mais je vous ai bel et bien dit. Quand vous posez votre question, laissez-moi répondre. Ah, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Je vous ai laissé poser la question. C'est pas très difficile. Mes réponses ont des vertus thérapeutiques. Acceptez d'être ici en thérapie avec votre frère que je suis. D'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas utiliser des métaphores méprisantes envers la musique, envers la chanson. Parce qu'elle est l'un des moyens par lesquels l'homme est en rapport avec la beauté, avec la vie. Et présenter l'opinion de quelqu'un comme une chanson qu'on a trop entendue, c'est d'une certaine façon aller à l'attaque ad hominem. Pour moi, le grand jury doit porter sur l'adrem, les choses, la chose dont on discute. En effet, dans la question que me pose mon frère Keita, il y a quelque chose qui renvoie à la chose. C'est comment s'inscrire dans le monde, dans la complexité du monde actuel, avec un discours qui en appelle aux racines. On peut appeler ça un discours, pas une chanson, parce qu'il y a du mépris dans cette manière de parler. Vraiment, hors de moi, mais je sais. Voilà, loin de moi, tout mépris. Mais comme ça, on commence très bien le débat. Quand je parle de vous, il ne s'agit pas de vous personnellement. Bien sûr, il s'agit de tous ceux qui sont... Les passéistes et les passéistes. Non, voilà, les panafricanistes. Voilà, ça commence. C'est très intéressant. Les panafricanistes. Vous voyez que j'ai bien compris la question. Voilà. Non, mais je sépare quand même le fait qu'on peut dire son idée sans avoir besoin de procéder à l'anathème, M. Sidibé. Allez-y, on ne peut pas imaginer aujourd'hui un seul progrès dans l'histoire de l'humanité qui se produise dans la négation de ses racines, c'est-à-dire de l'originalité, de la personne, de chaque personne que nous sommes ici. Nous sommes tous des manifestations de l'unique qui est à l'origine de tout ce qui existe, mais chacun recevant une part de cette unicité, ça fait que nous sommes des personnes, et les civilisations sont des personnes collectives. Aucune grande civilisation ne brille dans la mondialisation actuelle en ayant coupé ses racines. Regardons le Japon, regardons la Chine, regardons même l'Occident qui prétend être né du miracle grec. Il n'y a pas de grande civilisation coupée de ses racines. Ça n'existe pas. Même dans le domaine technologique, dans le domaine de l'informatique, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on utilise des concepts, on repense des concepts qui sont en rapport vraiment avec les tripes des gens. Donc pour moi, il ne s'agit surtout pas de nous enfermer dans le passé. Et quand je dis que le Mali est l'une des rares nations africaines qui ont conservé amplement leurs racines, parce que je compare la situation malienne, par exemple, à la situation des pays d'Afrique centrale d'où je viens. Ce sont des pays, par exemple, où les langues nationales ont connu une érosion impressionnante, avec 40 à 50, 60% de la population nationale qui est jeune et qui ne parle plus une seule langue nationale. Le Mali, par exemple, a pu conserver, notamment, par exemple, le Bambara, comme une langue qui rassemble dans sa diversité ce peuple et conserve sa tradition. Je ne suis pas passéiste. Je suis pour l'idée que la culture, c'est ce qui permet d'innover, de créer, en ne se perdant pas. Et quand j'invoque cela à propos du Mali, c'est précisément parce que cette personnalité culturelle dense et vivante du Mali inspire aujourd'hui les Africains. Non pas parce que les Africains veulent s'enfermer dans le passé, mais parce qu'ils veulent fonder leurs institutions en s'inspirant. Monsieur l'invité, oui mon cher professeur Franklin. Et à l'annonce de votre arrivée au grand jury, il y a eu beaucoup de réactions. Super. Je suis dans plusieurs groupes WhatsApp, mais il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle Bikitake de Malik Konaté, peut-être que tu connais, qui est à Paris, Malik Konaté. Le journaliste. Le journaliste. Ben, j'ai eu mille et une questions. Très bien.
chacun me demande de vous poser telle question, telle autre question. Mais je ne peux pas poser toutes les questions. Mais il y a quand même une question principale qui revient. Exact. Vous, en tant que panafricaniste, vous prétendez défendre les 3 pays de l'AES, les 3 pays pichistes. Et pendant que vous, chez vous, au Cameroun, il y a un président dormant, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté, et vous parlez peu de votre pays. Qu'est-ce qui explique cette situation? Ah, j'adore cette question. Monsieur Sidibé, vous vous souvenez de m'avoir posé un jour cette question. Je mets au défi le grand jury ici rassemblé de citer un seul des livres que j'ai écrits sur le Cameroun. Vous avez préparé l'émission, vous connaissez l'invité. Est-ce que vous m'avez googlisé, mon cher frère? Vous verriez que j'ai écrit 5 livres sur le Cameroun. J'ai vu un de tes livres. Ah oui, mais citez un titre. Vous êtes en train de regarder Internet. Non, c'est pas Internet. Ça, c'est dans le Google. Il s'appelle le pour te montrer. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun. Critique de la tragédie camerounaise. Très bien. J'ai écrit plus de livres sur le Cameroun que sur n'importe quel autre pays africain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis issu de la résistance camerounaise à la dictature de Paul Biya. Nous avons été exclus dans les années 90 de toutes les universités camerounaises, privées de notre pays, depuis bientôt 25 à 27 ans, par M. Biya, parce que nous avons participé en 1990 à la grande résistance. Et nous continuons. Vous vous adressez sans doute aujourd'hui à Bamako, au futur président de la République du Cameroun. Nous prenons date, vous marquez le jour. Je n'ai jamais rompu avec mon pays natal. Je ne fais pas partie de ces gens d'Afrique centrale qui critiquent. Ça, c'est dans les livres. Ça, c'est dans les livres. Vous savez que les Africains lisent peu. Vous critiquez le Cameroun dans les livres, mais dans les vidéos que les gens regardent beaucoup, ne voient pas vos critiques par rapport au Cameroun. Je vous mets au défi de me citer combien de mes vidéos sur le Cameroun vous avez regardé avant cette émission. Si vous allez sur mon compte Facebook, il y a 3000 vidéos. Et il y en a 500 sur le seul Cameroun. 500. Si vous allez sur mon compte YouTube, où je suis maintenant à 435 000 abonnés, vous trouverez 400 vidéos sur le Cameroun. J'ai plus parlé du Cameroun que du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Mais vous ne vous intéressez qu'à ce que je dis sur les pays auxquels vous appartenez. Et la même objection m'est faite partout, chers frères. On me dit, mais pourquoi vous ne parlez pas de votre pays? Mais qui s'intéresse à ce que je dis du Cameroun? Qui ici a lu un seul de mes livres sur le Cameroun? Personne. Vous vous intéressez à ce que je dis sur le Mali, le Burkina et le Niger pour cela. Mais c'est une question très intéressante que vous avez posée. La grande question est la suivante. Est-ce que vous, nos frères d'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à nous libérer des dictatures, à nous libérer de l'oppression, comme nous, qui sommes originaires d'Afrique centrale? Vous êtes en train de soutenir les dictatures rampantes. Non, je viens maintenant à l'argument sur les putschistes. Il y a 2 sortes de coups d'État dans l'histoire de l'humanité. Il y a les coups d'État réactionnaires et il y a les coups d'État révolutionnaires. Les coups d'État réactionnaires sont faits contre l'intérêt du peuple. Et ils sont faits en faveur de puissances étrangères qui instrumentalisent les élites locales pour maintenir la suprématie de leurs intérêts. Et les coups d'État révolutionnaires, quant à eux, sont faits en épousant les aspirations, notamment souverainistes et légitimes des peuples. J'ai, pour ma part, la conviction que ce qui s'est passé au Mali, depuis 2021 notamment, jusqu'à aujourd'hui, c'est, malgré les imperfections évidentes de tout ce qui est humainement fait sur cette terre, c'est un processus révolutionnaire. Et pourquoi vous avez critiqué dignement le président Assimi Goïta au lendemain du coup d'État? J'adore cette question. Vous l'avez fortement critiqué. Mais aujourd'hui, vous revenez faire les éloges du même personnage. Je vous réponds en disant, c'est précisément parce que les critiques que j'avais formulées en 2020 ont aidé l'actuel gouvernement malien à épouser pleinement la révolution africaine que j'ai pu y revenir. Je fais 2 rappels. J'avais dit ceci. Président Assimi Goïta, méfiez-vous de l'homme qui gouverne actuellement la Côte d'Ivoire. Si vous acceptez qu'il vous prenne sous son aile, c'est pour vous transformer en mouton et vous égorger au final, parce que c'est un ennemi de l'Afrique. Ça a été vérifié, les événements du 9 janvier 2022. J'ai dit une deuxième chose. Il est important de créer une alliance révolutionnaire africaine pour faire face au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental. Parce que quand ils nous prennent un à un, ils nous écrasent toujours, comme ils l'ont fait avec la Libye. C'est précisément parce que la logique révolutionnaire panafricaniste s'est mise à inspirer le gouvernement malien que votre serviteur a pu mettre les pieds dans ce pays. J'avais des camarades en prison ici. Parce qu'en 2020, on se préparait à les livrer à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ils ont été libérés.
C'est pour ça que j'ai pu venir. Donc la critique est dialectique. Quand je critique un régime africain, c'est parce que je veux qu'il change. Quand il change, je le reconnais. Allez-y, monsieur Niamsi. Merci, mon cher. Dites-nous, aujourd'hui, je vous donne l'occasion de parler du Cameroun. Avec plaisir. Comment décrivez-vous actuellement la situation actuelle du Cameroun, puisque vous prétendez en avoir beaucoup parlé sans qu'on se réfère à ce que vous avez déjà dit par le passé. Oui, avec plaisir. Voilà. Comment décrivez-vous brièvement ce qui se déroule actuellement au Cameroun? Le Cameroun est un scandale. C'est un scandale. Pourquoi? Parce que c'est un pays dans lequel, entre 1955 et 1971, 1 million de personnes ont été assassinées par l'armée française, appuyée par ses supplétifs africains, dont des Camerounais. Au motif que ces personnes-là s'étaient mobilisées autour du grand mouvement de l'émancipation camerounaise. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus le Cameroun contemporain. Vous me permettez de répondre? Ce qui intéresse en réalité. Vous faites les questions, vous voulez faire les réponses? Non, mais non, je peux préciser notre question pour que vous ne nous amènez pas au Cameroun préhistorique. Vous n'aimez vraiment pas le passé. Le Cameroun préhistorique. Je suis en 1955. C'est vrai, en 1955. On veut que vous parliez du Cameroun contemporain. Le Cameroun contemporain. Le Cameroun contemporain. Allez-y, il se méfie beaucoup du passé. Vous avez un problème avec le passé? Non, ça veut dire que quand le passé sert à ignorer le présent et le futur, c'est en cela que je compte le passé. Si vous me laissez répondre, on gagnerait plus de temps. On a à peine 55 minutes. Moi, je reviendrai. Allez-y. Donc, le régime que nous avons au Cameroun aujourd'hui, vous devez savoir, c'est un régime qui a été imposé par la guerre et un génocide, 1 million de morts. Les documents ont été déclassifiés, un rapport de plus de 1000 pages vient d'être publié. Et moi, je suis né dans le terroir de l'extermination. Le mouvement qui a porté la cause de l'indépendance et qui était allié au RDA malien, il s'appelle Union des populations du Cameroun, UPC, RDA, de Ruben Oumniobé, de Félix Moumié, de Sendé Afana, d'Ernest Wandi. Moi, je suis membre du mouvement de l'Union des populations du Cameroun pratiquement depuis mes 18 ans. Ce mouvement, donc, ayant été écrasé dans le sang, le régime Ahidjo, par la suite le régime Biya, sont en réalité des dictatures au service des intérêts étrangers, et notamment des intérêts de la France. Alors, depuis 1982, M. Biya, qui est au pouvoir aujourd'hui, s'est imposé par la force, par la ruse, et par la violence et par la corruption et bien avancée de notre peuple. Je fais partie des Camerounais qui ne se sont jamais soumis à M. Biya, qui ne se soumettront jamais à lui. Et je vous dis, et je le répète pour la deuxième fois, en exclusivité sur Renouveau FM, vous vous adressez sans doute aujourd'hui au futur président de la République du Cameroun. Candidat, quand futur président, mais futur candidat, je ne veux pas faire il est sûr de sa future. Vous ne croyez pas à ces choses? J'ai vu ce que je vous dis. Moi, j'ai bien noté. Bon, attends, non, c'est pas terminé. Terminé, allez-y. Et puis, je vous ai eu dire tout à fait que vous soutenez les putsch révolutionnaires qui Pourquoi vous aimez le mot putsch? Bon, si vous voulez, les coups d'État. Très bien. Le coup d'État révolutionnaire, pourquoi le mot putsch vous dérange? Mais parce que ce mot cache ça. Il est péjoratif. Non, oui, vous êtes un expert de la péjorativité. Non, écoutez, vous savez que dans la constitution malienne, on ne parle pas de putsch. Ouais. On parle de deux, on parle de coup d'État ou putsch. Oui, d'accord. C'est un crime imprescriptible. Ouais. Contre. Ouais. Voilà. Comme le péché originel. On parle de deux, Donc ça vous dit la même chose. Alors, quel est votre... Alors, excusez-moi, l'argument ici, c'est quoi? Vous dites que vous êtes révolutionnaire. Vous parlez de votre concept un changement en faveur du peuple. Putsch révolutionnaire qui prend en compte les aspirations des peuples. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut déterminer l'aspiration d'un peuple sans se référer à son suffrage? Très bien. Parce que vous êtes en train, depuis combien de temps nous sommes dans des régimes putschistes? Très bien. Aucune consultation populaire pour dégager les aspirations, mais vous pensez qu'en réalité, on est dans le cadre des aspirations des peuples. Par quelle magie ou alchimie vous pensez que ce qu'on est en train de faire découle d'une aspiration quelconque? Vous êtes victime de deux présupposés qui viennent de la culture. Vous, c'est qui? Non, vous qui me posez la question. Moi, je vous pose la question. Parce que je sais bien que vous êtes seul, on ne va pas se tutoyer maintenant. Donc, allez-y. Oula, c'est le représentant de l'opinion. En philosophie, on appelle ça la doxa, c'est-à-dire la pensée précipitée. Vous dites quelque chose, que ceux qui soutiennent les coups d'État révolutionnaires sont en faveur de la négation du principe de la souveraineté populaire, puisque le coup d'État révolutionnaire, par définition, c'est la prise de pouvoir par l'insurrection, la révolution par la force. Mais ma réponse est la suivante. En fait, depuis quand vote-t-on dans les urnes pour désigner les dirigeants? Est-ce que vous savez
que dans la démocratie grecque, dans l'Antiquité et romaine dans l'Antiquité, le principe de la désignation des dirigeants, c'était le tirage au sort? Est-ce que vous savez que jusqu'au XVIe siècle en Occident, on n'a jamais organisé d'élection? Il aime le passé, hein? Non, mais écoutez, non, parce que mais si, il faut que vous compreniez que le principe électoral n'est pas la garantie de la légitimité d'un système politique. Sinon, le Mali, le pays dans lequel nous sommes, a connu toutes sortes d'élections et les problèmes auxquels il est... Quelle est la garantie? Les problèmes auxquels le Mali était confronté n'ont pas été résolus par la La véritable garantie, il y a un certain nombre de critères pratiques. Pour le Mali, le Burkina, le Niger par exemple, déloger l'armée néocoloniale française. C'est déjà fait. Mais bien sûr, mais ça a été fait par un gouvernement révolutionnaire. Il faut donc noter ça. Deuxième élément important, reprendre la main sur les ressources. Ce sont les principes qui doivent écoutez, ce sont les principes qui doivent, selon vous, remplacer les principes de démocratie qui sont consignés dans les constitutions. Donc il faut mettre dans les constitutions des différentes constitutions au lieu de démocratie. Déloger l'armée française. Bon, vous avez beaucoup de mal. Au lieu de suffrage, au lieu de liberté. Vous avez beaucoup de mal quand je finis mes réponses. Je ne sais pas pourquoi. Allez-y. Vous m'aiderez à l'aider. Il n'aime pas que je finisse mes réponses. Professeur, allez-y. Donc, premier cas, la question de la souveraineté sécuritaire, souveraineté militaire. C'est un critère typique des gouvernements révolutionnaires. Le deuxième élément fondamental, c'est la souveraineté économique. La souveraineté sur les ressources naturelles. Mais ce que le Mali a récupéré depuis 2021 sur ses ressources naturelles est stupéfiant. Tous les gouvernements prétendument démocratiques, et moi j'ajouterais souvent un N entre le O et le C de démocratique, tous ces gouvernements n'ont pas été capables de faire avancer d'un iota la souveraineté économique, la souveraineté minière de ce pays. Nous suivons les épisodes avec Barrick Gold. Quel gouvernement, autre que révolutionnaire, aurait été capable de poser les actes que nous voyons? Enfin, il y a un troisième critère qui est important. Pour la souveraineté, c'est le critère de l'impact psychologique, l'impact moral de l'action d'un gouvernement. Maliennes, Maliens, vous êtes dans des difficultés réelles parce que on ne sort pas effectivement de la dépendance comme on sort d'un dîner de gala. Mais est-ce que vous savez que l'action qui a été menée ici au Mali a un effet thérapeutique, psychologique sur des millions d'Africains du continent et des diasporas? Voilà trois critères de souveraineté qui sont tout à fait comparables à la fameuse magie électorale qui bien souvent reproduit essentiellement les bourgeoisies de chaque pays à la tête de l'État. Monsieur Niamsi, vous êtes un grand intellectuel. Je vous remercie. Même un intellectuel controversé. Oh, il n'y a pas d'intellectualité controversée. Un intellectuel controversé parce que vous prônez les libertés et vous soutenez ceux qui sont en train de restreindre ces mêmes libertés. Oui, deux. Je répondrai. Quand vous prônez les libertés, cela veut dire que nous devons être dans un espace démocratique. Tout à fait. Démocratique n'est pas un mot que j'emploie de manière neutre. Tu ne l'emploies pas, mais quand tu parles de liberté, oui, mon frère. La liberté rime avec la démocratie. Ah bon? Ah oui, bien sûr. Je ne sais pas. Hein? Si. Parce qu'en fait, il n'y a pas une démocratie, mais il y a des démocraties. Quelles que soient les démocraties. En Chine, c'est la démocratie populaire. Est-ce qu'il n'y a pas de liberté là-bas comme dans une véritable démocratie? C'est ça la question. Parce que de quelle démocratie vous parlez donc au Mali? Laissez-moi terminer ma question. Allez-y. Vous avez raison. Vous ne voulez pas que Abdraman vous interrompe, vous voulez me... Ah oui, il est mais il ne peut pas être interrompu. Ça, c'est bien eu. Se comprend. Est-ce que ça se comprend? Je dirais que vous êtes controversé, parce que ce que vous prenez en tant qu'intellectuel et dans vos écrits, dans la réalité, ce n'est pas ce que vous soutenez. Je vais vous répondre. Et vous avez aussi, vous êtes braqué contre la Côte d'Ivoire. Pour quelle raison vous êtes braqué contre Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que parce que il est proche de la France, ou bien parce que il n'est pas notaire de sainteté avec Guillaume Soro? Pourquoi vous êtes braqué contre Ouattara? Merci. Je vais répondre d'abord au premier aspect. Liberté et démocratie. La doctrine démocratique nous a été imposée par l'école occidentale. En tant que lettré et intellectuel, vous l'êtes, mon cher frère, il faut réviser tous les concepts politiques qui nous ont été transmis par l'école occidentale. Vous voulez réinventer les choses aujourd'hui? Non, pas du tout. Au contraire, je veux les renouveler. On vous écoute. Parce que nous, en Afrique, nous avons une conception de l'ordre politique. Et la notion la plus ancienne de l'ordre politique, c'est la notion de Mahat.
Mahat qui veut dire vérité, justice, solidarité, dans le négro-égyptien antique, d'il y a 3500 ans. La politique en Afrique a pour but de s'assurer que les meilleures connaissances détenues dans la société servent à améliorer la vie quotidienne, que chacun a en effet droit à ce qui lui revient de droit, et enfin que nul n'est abandonné à la misère, à l'ignorance et en quelque sorte à la déréliction. Chez nous, la politique renvoie à cet idéal qu'on retrouve par exemple dans la charte de Kouroukan-Fougan, qu'on retrouve dans les traditions de l'arbre à palabre chez nous. Nous avons des concepts politiques enracinés dans notre pratique sociale et qui doivent inspirer les formes de nos institutions. La notion de démocratie, telle qu'elle nous a été importée, est une camisole de force inventée pour contrôler nos institutions de l'extérieur. Maintenant, tout à fait. Maintenant, pour ce qui est du lien entre liberté et démocratie, en fonction du type de démocratie que vous pratiquez, vous avez un type de liberté. La liberté prend la couleur de la forme que les institutions ont. La Chine pratique la démocratie populaire. L'Occident pratique la démocratie représentative. Dans l'Antiquité, les Grecs, etc. pratiquaient la démocratie à tirage au sort. À présent, Alassane Draman Ouattara est un homme qui incarne manifestement toutes les qualités les moins recommandables pour un homme d'État. D'abord, c'est une personnalité politique qui a bâti sa carrière sur le mensonge sur lui-même, en reniant ses origines burkinabées, pour s'incruster dans la classe politique ivoirienne. Eh bien, Alassane Draman Ouattara a imposé le mensonge comme moyen de progression en politique. Deuxième raison, depuis 1989... Ça, c'est votre affaire, ça. Non, depuis 1989, qu'il met les pieds. Moi, je suis époux d'ivoirienne. Et vous, non. Donc, moi, j'ai en plus des liens de sang avec la Côte d'Ivoire. Alors, depuis 1989 qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, le pays a connu une succession de déstabilisations permanentes. C'est lui qui a créé la carte de séjour pour chasser les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, pour chasser les Africains de Côte d'Ivoire. C'est lui, en 91. C'est lui qui a créé la charte du Nord, alors que c'est sa carte de séjour qui avait provoqué la confusion entre les Ivoiriens du Nord et leurs frères de la sous-région. C'est lui qui tente de succéder au président Houphouët-Boigny en violant l'article 11 de la Constitution ivoirienne en 1993, à la mort du président. C'est lui qui, en 1999, pousse des officiers à renverser pour un coup d'État néocolonialiste le président Bédié. Mais le projet de Alassane Ouattara, c'est le plus grand déstabilisateur de la Côte d'Ivoire. Mais aussi à la sous-région. Concernant le bémol à ce niveau, le projet de société qui a permis à Alassane Ouattara d'accéder au pouvoir, vous avez contribué à son... Alors, je dois vous dire une chose. Oui. Alassane Draman Ouattara a réussi à nous mener un bateau sur un point essentiel. C'est qu'il a instrumentalisé l'expérience discriminatoire. Tu as travaillé avec lui. Attendez. Tu as travaillé avec Alassane. Écoutez. Non, il faut répondre. Vous avez travaillé avec Alassane. Vous voulez que je réponde à cette question? Vous voulez que je réponde à celle-ci? Il se trouve que je n'ai qu'un micro. L'une ou l'autre. Voilà. Je commence donc par celle-ci. Je viens. Le même micro vaut pour moi. C'est terrible. Ils attaquent de tous les côtés. Ils attaquent de tous les côtés. Ils sont très terribles. Alors, donc, M. Alassane Draman Ouattara, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en 1993, 94, 95, il va se présenter comme le défenseur des exclus. Ce qu'on n'a pas vu à l'époque, c'est que c'est lui qui avait créé l'exclusion. C'est la carte de séjour qui a semé le trouble en Côte d'Ivoire, qui s'est mis à exclure le Malien, le Camerounais, etc. Mais la carte de séjour a créé l'ivoirité. Lui n'a pas créé l'ivoirité. Si. Il ne faut pas nous faire avaler quand même. Si. Il y a une incohérence. Non, il n'a pas créé l'ivoirité. Il y a une incohérence. Mais on va poser une question. Allez-y, professeur. Souffrez que je vous réponde. Vous m'avez invité pour cela. Il manipule l'opinion politique ivoirienne en créant la carte de séjour. Parce que c'est grâce à la carte de séjour qu'on se met à pourchasser ceux qui ne sont pas de vrais Ivoiriens. Et quand on se met à les pourchasser, il se positionne du côté des défenseurs des exclus. C'est lui qui a créé l'exclusion. Et il m'a fallu, moi, qui suis devant vous, du temps pour comprendre cette manipulation. Aujourd'hui, qui est M. Alassane Ouattara? Il est à l'origine des initiatives de déstabilisation les plus vastes de la sous-région ouest africaine. Derrière la tentative d'agression militaire de la CEDEAO contre le Niger, il avait levé un commando de 1500 hommes, oui ou non, pour attaquer le Niger, Alassane Ouattara. Il n'a-t-il pas déclaré la guerre au Niger? Il avait envoyé 49 voyous ici avec des faux passeports, avec des fausses identités pour s'incruster dans l'aéroport de Bamako, c'est nous, et éventuellement attenter à la vie des dirigeants. Monsieur Alassane Ouattara est un serviteur des intérêts étrangers à l'Afrique. C'est un ennemi de l'Afrique. Il est qualifié de voyou. Mais bien sûr, un militaire qui entre dans un pays avec des faux papiers est un voyou. Monsieur Nancy, je trouve de l'incohérence. Oui. Dans la mise en exergue de
des origines burkinabées dans l'Assemblée? Non, pas du tout. Ah, si. Alors que vous êtes panafricaniste. Il a renié. Pour vous, l'Africain est africain. Il est de toutes les origines africaines. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Normalement, si vous mettez... Je ne cache pas. Mais si vous mettez qu'il est de Sendou. Mais quand vous mettez en exergue qu'il n'est pas ivoirien, il est burkinabé, vous êtes en train de mettre la différence entre les Africains. Non, pas du tout. Il y a une grande différence dans ça. Ce n'est pas Ouattara ou pas. Ça n'est pas Ouattara. Incarner la défense des exclus de la Côte d'Ivoire. Je l'ai soutenu. Vous êtes dans un règlement de compte aujourd'hui? Pas du tout. Si. C'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara s'est avéré un imposteur que nous avons rompu avec lui. Il m'a proposé de travailler avec lui comme conseiller spécial le 23 octobre 2014. J'ai refusé. Je ne connais pas beaucoup de gens qui refuseraient de travailler comme conseiller spécial pour l'un des États, en tout cas financièrement les plus prospères de la sous-région. J'ai refusé, pourquoi? Parce que j'ai senti qu'il était un faux type. Professeur, l'impérial terrorisme, c'est le titre de votre nouveau livre déjà. Pourquoi ce titre? Alors, ce livre, je l'ai écrit, mes chers frères, pour battre en brèche une thèse qu'on a voulu nous imposer, à savoir que notre continent, l'Afrique, est attaqué par des gens appelés djihadistes, entre guillemets, qui veulent nous imposer un islam à eux. Pendant longtemps, c'est cette thèse qui était dominante dans l'opinion. Or, j'ai documenté depuis plus de 10 ans les preuves que le motif religieux, utilisé d'ailleurs au passage pour salir la belle religion musulmane, que ce motif n'était qu'un cache-sexe, un voile. Ce motif n'était qu'une manipulation. Car en réalité, les deux principales organisations terroristes, on en connaît maintenant l'histoire de la naissance. Al-Qaïda est créé dans les années 80 par les services de renseignement américains pour combattre les soviétiques en Afghanistan. Quant à l'État islamique, l'actuel président américain Donald Trump, qui a accédé aux documents déclassifiés de l'État américain, il dit que Al-Qaïda a été créé, l'État islamique a été créé, financé par l'administration Obama-Clinton. Et il s'est passé des événements importants dans les sénats officiels américains, au Sénat américain récemment. Madame Tulsi Gabbard et par la suite Monsieur Elon Musk ont sorti les documents, les preuves de financement direct du Trésor américain, de l'USAID américaine à ces organisations terroristes. Moi, par d'autres preuves que je ne veux pas révéler, pour ne pas priver mes lecteurs du plaisir de se procurer mon ouvrage, par d'autres preuves, j'ai établi qu'en fait, ces organisations ne sont que le voile, le masque, d'un plan qui a pour but de déstabiliser l'Afrique, notamment depuis le grand saccage de la Libye, afin de nous imposer des conditions d'échange économique défavorables, contraires aux intérêts de nos peuples souverains. C'est ce que j'ai démontré dans ce livre. J'ai démontré en réalité que c'est l'impérialisme qui se cache derrière le terrorisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. La diabolisation de l'islam est une instrumentalisation qui a été pensée par les puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales contre l'Afrique. Le but étant de contrôler quoi? Mais l'uranium, l'or, le cobalt, le pétrole, le diamant et tout ce qu'on veut. Et je documente cela par des preuves scientifiques. D'accord. Chana, sur ce livre, allez-y. Moi, comme je n'ai pas lu le livre encore, je ne voudrais vraiment pas m'appesantir sur ce livre. Je pense qu'il a donné suffisamment d'éléments. Voilà. Je vais aller sur un autre aspect de l'actualité. La CEDEAO. Ah oui, parlons-en. La CEDEAO. Parlons-en de la CEDEAO. Les pays de l'AES. Est-elle encore vivante? Laissez-moi poser. Les pays de la CEDEAO, les pays de l'AES viennent de quitter. Quelle bonne nouvelle. La CEDEAO. Oui. Vous trouvez cela comme étant une bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est devenue à partir de 1991, lorsqu'on a inclus une déclaration des principes politiques dictée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, elle est devenue une organisation au service des intérêts étrangers aux peuples africains. Et la preuve, c'est qu'elle a pris des sanctions inhumaines, illégales, criminelles, contre des pays africains qui étaient en proie pourtant à un terrorisme instrumentalisé par les maîtres de la CEDEAO. Donc cette organisation, sa place est dans les calendes, dans les limbes du passé révolu. Voilà un passé dont on peut se passer, la CEDEAO. Elle a montré sa haine, son mépris des Africains. Des Maliennes, des Maliens sont morts par la faute de la CEDEAO. Des Nigériens, des Nigériennes sont morts par la faute de la CEDEAO. Est-ce que vous n'exagérez pas, monsieur le professeur? Mais écoutez, quand vous privez un État de ses fonds souverains, vous provoquez des catastrophes dans les dispensaires, les hôpitaux, les marchés, les entreprises, les familles. C'est un crime économique.
Un État qui plus est sans littoral comme l'est le Mali, s'amuser à lui fermer les frontières, à lui fermer les portes de la mer, il s'agit d'actes criminels. Et il faudra qu'un jour le droit malien, le droit de l'AES se penche sur les conséquences réelles des actes de la CEDEAO. C'est trop facile que toute cette affaire passe comme ça. Tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont perdu leur travail, tous ceux qui ont perdu la paix, tous ceux qui ont perdu les êtres chers, en raison du comportement de cette organisation néocoloniale, il faudra qu'ils répondent devant un tribunal. D'accord, allez-y, Keita. Oui, mais d'accord, les gens vont répondre. Les gens, non, je n'ai pas. Allez-y, avoir des questions, c'est une que je parle vraiment très sérieusement. Oui. Mais seulement, quand vous pensez qu'ils doivent rendre compte de ce qu'on a fait, aujourd'hui, la même chose. La réaction qui consiste à quitter la CEDEAO aussi fait des victimes. Beaucoup de victimes sur lesquelles peut-être demain d'autres aussi vont répondre. Décrivez-moi les victimes. Toutes ces personnes-là qui auront des problèmes licenciés de la CEDEAO. Sont licenciés. Comme vous l'avez dit, des gens qui ont perdu leur emploi, tous ces gens qui ont des problèmes de libre circulation, tous ces gens qui n'auront plus certaines institutions sous-régionales qui sont des recours judiciaires par rapport... des recours judiciaires. Il y a la cour de la CEDEAO. Écoutez, toutes les élections... Allez-y, c'est la même chose qui se passe. Est-ce que demain, M. Niamzi, d'autres gens ne vont pas aussi répondre des actes qu'ils ont posés par rapport à tant de choses qui ont un impact également, peut-être aussi vital, sur d'autres gens. Et puis, qu'est-ce que vous pensez, si vous pensez cela de la CEDEAO? Qu'est-ce que vous pensez d'une autre organisation telle que la CEMAC alors? Alors, je pense strictement la même chose de la CEMAC que de la CEDEAO. Je n'ai aucune espèce d'appétence pour cette organisation. Parce qu'on ne vous a pas entendu parler de ça de la même façon. Mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Mais vous avez souvent, pas cette émission. On vous a souvent entendu parler de la CEMAC, on vous a pas entendu parler. Je vais vous faire servir, parce que vous ne voulez pas les acheter, mes 5 livres sur le Cameroun. Allez-y. Je vais vous les faire servir. On va les acheter. Nous allons contribuer. Monsieur Keita, donnez-moi un peu de votre argent, achetez mes livres. Allez-y. Que ce soit à ce Keita seulement qui sont servis. Voilà. Non, ça c'est garanti. Vous essayez de poser sur le même pied d'égalité les conséquences des décisions illégales, illégitimes, criminelles, inhumaine de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina et le Niger, avec les conséquences de la décision de création de l'AES pour les anciens fonctionnaires de la CEDEAO. Pas seulement. Tous les citoyens de l'espace. Je vous fais remarquer qui ont des avantages qui sont en train de perdre. Je vous fais remarquer qu'il y a une asymétrie de conséquences qui fait que la théorie des avantages comparatifs, eh bien, elle pèse en faveur de l'AES. Un État, il arbitre entre des avantages comparatifs. On gagne plus en étant souverain, comme l'AES est en train de le devenir, qu'en étant vassalisé comme la CEDEAO persiste à l'être. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est la responsabilité des autorités de l'AES d'assumer et de gérer les conséquences des décisions qui sont prises. Par exemple, ceux qui ont perdu leur travail. Je conçois que nos autorités dans l'AES doivent porter une considération particulière à cela. Parce que les dommages collatéraux créent des frustrations et nous ramènent en effet, et je conçois ce que vous dites là, nous ramènent parfois au même problème. Mais il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Et pour reparler à nouveau de la CEMAC, mais la CEMAC, c'est la CEDEAO bis. C'est une organisation avec des gouverneurs bancaires, avec des conseillers qui, en réalité, représentent des intérêts étrangers, avec une orientation pour l'alimentation des multinationales non africaines et la désindustrialisation permanente de l'Afrique. Monsieur, il est unanimement reconnu que la CEDEAO est un espace... Oui, unanimement au niveau de l'Afrique et même du monde entier, que la CEDEAO est un espace... un des espaces le mieux intégrés. Où ça? De l'Afrique. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 5% économiquement internes à la CEDEAO? Économiquement et même sur le plan de l'unité africaine. La CEDEAO est en avance par rapport à la CEMAC, elle est en avance sur l'Afrique orientale, sur l'Afrique centrale, sur tous les autres regroupements de l'Afrique. La CEDEAO est l'organisation la plus avancée en termes d'intégration. Et vous sortez des qualificatifs haineux envers la CEDEAO, je ne sais pour quelle raison. Je suis d'accord avec ce que vous dites jusqu'à 1991. J'ai donné la date à laquelle pour moi la CEDEAO a dévié. Quand la déclaration de principes politiques instruite par la France et par les autres puissances occidentales a fait de la CEDEAO un outil de contrôle de la gouvernance des pays. C'est-à-dire en réalité
le bras séculier. Laissez-moi finir. Allez-y. Non, vous pensez donc, que attention, je n'ai pas émis cette opinion pour la CEDEAO de 1975. Oui, bien sûr. De 1975 à aujourd'hui, je parle de 1991 à aujourd'hui. Je vous rappelle une fois de plus que c'est la CEDEAO qui a pris la responsabilité de déclarer la guerre à des pays membres. Pourtant, c'est de 91 à une date très récente que la CEDEAO vraiment a fait de progrès énormes. Non. Pour moi, c'est le contraire. C'est là qu'elle a fait une régression énorme. Non, je ne partage pas votre analyse. Mais c'est pas grave. Donc, moi, mon jugement porte sur cette période. Pour moi, l'organisation a perdu progressivement son orientation économique et sociale de base, qui était une orientation intéressante, incontestablement meilleure que celle de la CEMAC. Vous avez raison de le dire. Mais à partir du moment où c'est devenu un organisme qui prétendait dire ce que c'est que la démocratie dans toute la sous-région, à l'exception de ce que c'est que la démocratie pour les enfants gâtés de la France-Afrique. On truque les élections en Côte d'Ivoire, la CEDEAO ne dit rien. On truque les élections au Togo, la CEDEAO ne dit rien. On truque les élections au Niger, la CEDEAO ne dit rien. Mais quand ça se passe dans d'autres pays, quand il y a un coup d'État dans d'autres pays, la même CEDEAO sort pour dire vous n'avez pas le droit. Mais les coups d'État civils de Côte d'Ivoire, etc., la CEDEAO n'a pas été capable de trancher sur eux. Pourquoi aurait-elle le droit de punir le Mali, le Burkina Faso C'est la CEDEAO qui... C'est une organisation décédée. Célébrons la messe de requiem de la CEDEAO. Même si vous pensez que des pays anglophones aussi puissants comme le Nigeria, le Ghana, peuvent être à la solde de la France telle que vous êtes en train de le dire, qui ont toujours dénoncé l'inféodation des pays francophones vis-à-vis de la... Si, moi j'ai participé, moi personnellement, j'ai participé à des forats où les Nigérians, les Ghanéens ont toujours dénoncé la trop grande influence de la France sur les pays francophones par rapport à la CEDEAO. Ça, c'est une évidence. Et je suis sûr que leur doctrine, c'est de ne pas inféoder cette organisation. Mon cher frère, je ne vous conteste pas ce constat. De deux. Je dis, les élites politiques... Il aime toujours être... Il n'aime jamais être... Allez-y. C'est l'ego qui se manifeste. C'est un kéitisme. Ça, c'est bien. De deux. Est-ce que vous pensez qu'il est encore... Je reviens encore à ce mot panafricaniste. Il est panafricaniste de soutenir une désintégration. Qu'est-ce que vous appelez? Par rapport à un mouvement intégrationniste qui est la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas de l'incohérence? Au lieu de corriger, de chercher à corriger quelque chose qui est pratiquement sur la voie d'une intégration continentale, de revenir encore à des embryons de communautaires. Allez-y. Ma réponse est la suivante. La CEDEAO, quand vous la jugez du point de vue des peuples, vous n'avez pas la même opinion que quand vous la jugez du point de vue des élites. La CEDEAO qui a été vomi, c'est celle des élites corrompues. Le Ghana a été redressé par la révolution. Encore un coup d'État militaire révolutionnaire, Jerry John Rawlings. À partir du début des années 80, on l'appelle le père fondateur de la démocratie ghanéenne. Vous vous en souvenez. Ce Ghana-là était panafricaniste. Le Ghana est dans la démocratie. Non, il était récemment même, ils ont élu démocratiquement un président. Mais permettez-moi de dire que le Ghana, le pouvoir qui est revenu. Permettez-moi de dire que le Ghana moderne, là, que nous connaissons aujourd'hui, a été fondé par une révolution panafricaniste. Et pendant 10 ans, le président Jerry John Rawlings a redressé le pays et puis a fondé le système qui fonctionne aujourd'hui, qui a permis justement au président John Mahama Dramani d'accéder au pouvoir. Mais l'élite politique ghanéenne, progressivement, s'est assujettie au FMI, à la Banque mondiale. Regardez ce qui se passe, la faillite financière du Ghana. Elle s'est assujettie à ces puissances et le Ghana est devenu une base militaire occidentale. Les États-Unis ont colonisé militairement le Ghana. Quant au Nigeria, c'est un géant au pied d'argile. Voilà un pays qui combat Boko Haram depuis pratiquement 20 ans. Et qui est incapable de le vaincre. Vous savez pourquoi? Mais Boko Haram, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est une organisation terroriste qui a été créée par l'OTAN. Or, les officiers de l'OTAN sont à l'intérieur de la hiérarchie militaire nigériane. Comment pouvez-vous combattre une organisation terroriste qui a été conçue par l'Occident pour déstabiliser le cas du Nigeria, oui. En ayant des officiers
représentant les parrains de cette organisation dans votre haute hiérarchie. C'est parce que vous êtes corrompus. D'accord. C'est parce qu'en fait, contre le peuple nigérien, vous menez une politique de double langage. Mon avis concerne l'élite politique de la CEDEAO, non pas les peuples. Je n'ai rien. Pour votre dernière question, Chana, allez-y. Oh, il y a beaucoup à dire. Oui, la dernière. Les questions sont... La dernière. La question sont en train de passer. Il va me balancer une torpille. Il va me balancer une torpille. Mais je vais poser une simple question parce qu'il me semble que vous êtes kémite, hein? C'est ça? Vous êtes kémite. Bon, chez nous au Mali... Comme vous d'ailleurs. Je ne le suis pas. Ah bon? Ah, je ne le suis pas. Kémite, ça veut dire noir. Bon, nous, on ne voit pas kémite comme noir. Moi, je vous vois, vous êtes noir. Kémite, c'est... Quel veut dire noir? Pour nous, kémite, c'est un anti-dieu. Ah, c'est d'accord. comme ça qu'on le comprend ici. Ici, hein? Ici, au Mali. D'accord. Ah, on a eu donc, le noir est anti-dieu. Bon, il y a des noirs qui sont anti-dieu. Dans tous les cas. La racine du mot est différente du concept. On a reçu apprenez-moi des choses. Sur ce plateau un kémite qui dit qu'il est kafir. Ça veut dire quoi, kafir? Il n'est pas de ce monde aujourd'hui. C'est un mot arabe, ça. Oui, même si c'est un mot arabe. Oui, quelle est la question? Être kémite là. Est-ce que ça a un lien avec le panafricanisme? Très bien. Alors, le mot kémite vient de l'égyptien antique, kem ou kam, qui veut dire noir. Vous êtes kémite quand même. Attendez, parce que là, vous êtes en train de m'amener dans un débat contextualisé. Je commence d'abord par une définition. Ça vient de Khamwan. Donc, nous sommes tous kémites au sens où nous sommes des noirs. Maintenant, vous parlez de la religiosité revendiquant ce passé lointain de l'Afrique noire, la religiosité inspirée des négro-égyptiens globalement, et qui s'est inspirée des travaux de Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Niosere Kalala Omotunde, le doyen qui vient de partir, le doyen Bumbi Fakoli et consorts. C'est de cela que vous parlez. Moi, je ne suis pas venu ici représenter un groupement religieux africain quelconque. Je ne me suis jamais positionné comme cela. Pourquoi? J'ai le respect strict de toutes les croyances. Et vous savez pourquoi? Je vous le dis tout de suite. Parce que il est laïque. Moi, je ne crois pas en Dieu, je sais que Dieu existe. Vous ne croyez pas en Dieu? Je n'ai pas besoin de croire. Mais vous savez qu'il existe. Parce que pour moi, croire, c'est affirmer quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des expériences par lesquelles il est impossible de déraciner en moi, qui suis pourtant philosophe de métier, de déraciner en moi la certitude de l'existence de l'unique qui est présent en nous et au-delà de nous et sans qui rien n'est possible. Donc, je ne suis pas dans ce fameux débat qu'on a voulu entretenir ici, cette hostilité qu'on a voulu entretenir entre le bel islam africain, dont je suis moi-même un descendant, par les racines peules d'une partie de ma famille maternelle. Et vous ne la pratiquez pas? Mais écoutez, vous ne pratiquez pas l'islam? L'islam a un principe, c'est le principe de la soumission. Tout homme qui sur cette terre proclame qu'il n'y a de Dieu que Dieu, il est soumis. D'accord. Et l'islam historique que nous connaissons, qui naît donc au 6e, 7e siècle en Arabie, c'est la reprise de la même affirmation depuis la nuit des temps de l'homme incliné devant Dieu. D'accord. Et les Africains existaient avant les Arabes. C'est historiquement vrai. Moi, je n'ai pas besoin de m'accrocher à une obédience religieuse pour reconnaître que je ne suis qu'une misérable créature. Donc, je n'ai pas participé, je n'ai jamais participé à la polémique kémite contre musulmans. Je ne suis pas dedans. D'accord. Parce que je considère que les croyances sont personnelles et respecter l'autre, c'est respecter ses croyances. Je suis contre toute forme de profanation, de blasphème envers la religion d'autrui. Quand il y a eu la polémique entre musulmans et kémites, vous vous souvenez que j'ai parlé? D'accord, allez-y Keïta pour la débat. Je ne veux pas participer à cette polémique, elle ne correspond pas à ma spiritualité. Monsieur Jamsi, j'ai une question en deux volets, comme d'habitude. Non, à un seul volet cette fois-ci. S'il vous plaît. Keïta, arrêtez de me piéger. Je vous vois venir. Il a les yeux pétillants. Là, c'est pas ça. Effectivement, je vous ai entendu dire beauté en touche par rapport à une question qui m'intéressait avant. Ah, mais je sais. Ouais, par rapport à votre position antérieure sur Assimi Goïta, et aujourd'hui, vous prétendez que c'est parce qu'il a changé et qu'il a écouté vos conseils. Oui. Je me rappelle que vous avez eu quand même, vous avez le don prémonitoire de dire qu'il allait se faire accéder au grade de général. Oui. Et
et vous l'avez dit en des termes qu'on connaît, désapprobateur de son strict. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du fait qu'ils sont autoproclamés général et tous les autres? Ensuite, vous avez parlé aussi de la souveraineté. Ça fait une question. La souveraineté économique. Et vous vous êtes référé au mieux, dire qu'aucun pays africain ne s'est aussi affirmé sa souveraineté sur ses richesses économiques. Mais on est en train de vous demander, mais pour quel résultat, pour quel dividende? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes quand même une économie à terre. L'État est obligé de plonger dans les poches des citoyens pour retirer 100 francs par citoyen par appel téléphonique ou par achat. Je vous regarde, non, mais je ne parle pas pour moi. Si je parlais pour moi, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Et une crise énergétique qui freine l'économie et beaucoup tout ça. Pour quelles raisons, selon vous, pour quels résultats toute cette... Merci mon cher. Alors, sur le premier volet, quand je prophétisais, pour ainsi dire, que le président Assimi Goïta passerait général, c'était à l'époque où la révolution malienne balbutiait et risquait de tomber entre les mains du néocolonialisme français. Il y avait le colonel Bandao qui était le président de la transition et le président Assimi Goïta était le vice-président, et Alassane Dramane Ouattara essayait de phagocyter cette révolution. Donc je disais, devenir général dans ces conditions, c'est se suicider politiquement, parce que ça va être perçu comme un avantage oligarchique. Mais à partir du moment où le président Assimi Goïta est le chef d'État malien qui a délogé du sol malien les troupes néocoloniales françaises, il mérite même le grade de maréchal. Même s'il prend maréchal aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait. Donc voilà pour ce premier point. Maintenant, je réponds sur la deuxième question. Quelles sont les retombées concrètes de cette politique de nationalisation, de nationalisme des mines, de souveraineté au regard, par exemple, de certaines décisions fiscales qui ont été prises ces derniers temps? Pour moi, en fait, j'espère que vous savez que le pronostic des néocolonialistes était que le Mali s'effondre en un mois. Souvenez-vous de la fameuse conversation entre Alassane Dramane Ouattara et l'ancien Premier ministre malien Boubou Cissé. Ils avaient prévu quoi? Écoutez, n'allez quand même pas aider M. Ouattara dans son métier favori. Sauf qu'ils n'ont pas la preuve que le Dieu. Écoutez. M. Ouattara ne peut pas nier qu'il ait pris, dans le cadre de la CEDEAO, des décisions de nature à faire effondrer l'État malien. N'est-ce pas? Donc, en fait, quand vous demandez quelles sont les conséquences, l'État malien est vivant. L'État malien est vivant. On le connaît. Il y a trois dividendes. Je recommence. J'ai déjà répondu à cette question, mais mon frère Keta, il est très malin, il me contourne pour essayer de me faire une balayette. J'ai dit premier dividende. La sécurité du territoire malien est désormais l'affaire de l'armée malienne qui doit les tomber entre les mains des fils et des filles du Mali grâce à cette politique. Donc, dividende sécuritaire. Deuxième dividende, même si la situation économique n'est pas encore en réalité suffisamment satisfaisante pour les masses populaires, ce gouvernement n'est pas fait d'élites qui volent l'argent du Mali pour aller le cacher en France, au Luxembourg, etc. Ce sont des gens qui vivent au Mali, qui se soignent au Mali et qui sont prêts à mourir pour le Mali. Deuxième domaine. Même quand ils commettent éventuellement des erreurs, et c'est humain, errare humanum est, sed perseverare diabolicum, ils les commettent ici, devant les Maliens, et les Maliens en jugent. Moi, je suis pour la vitalité de l'expression politique. Enfin, troisième élément, le Mali est un pays thérapeutique pour l'Afrique. Que vous le vouliez ou non, les Africains aiment le Mali et l'aiment encore plus fort depuis que le président Assimi Goïta et ses compagnons sont dans sa tête. Ça, c'est vrai comme on est sur ma figure. Nous sommes malheureusement au terme des débats. Le journaliste Sidibé arrête le débat. Oh, c'est dommage. En tout cas, on va rester là toute la nuit. Nous sommes donc au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. J'ai survécu, hein. Ils sont forts. Hein. À présent, vous n'avez plus la parole. Hein. Nous sommes maintenant dans les secrets de la délibération. Bon, je commence par là où j'avais commencé. Monsieur le Président, on a bien écouté Niamsi, il s'est toujours illustré par les talents qu'on connaît. Aujourd'hui comme hier, c'est la même chose, parfois mystifiant.
l'auditoire en mystifiant ses interlocuteurs, sauf que nous résistons à la mystification. Il faut lui reconnaître ce talent-là au moins. Pas pour être convaincu, puisque très sérieusement, je ne dis pas qu'il manque d'arguments. Il a vraiment des arguments, très sérieusement, mais ce ne sont pas des arguments qui sont peut-être même parfois dont on a du mal à trouver les antidotes. Hein? Mais qui sont quand même des arguments quelque part parfois spécieux, qui ne reposent pas sur grand chose pour défendre par exemple ceux qui le considèrent comme je ne sais pas, supplétif ou bien alternative à la démocratie, ça je ne peux pas le comprendre. La matocratie. Parce qu'en réalité, moi, je trouve qu'en réalité, il ne se distingue pas des autres panafricanistes par rapport à ça. C'est qu'en réalité, nous assistons à un certain panafricanisme iconoclaste qui est là à tout détruire, alors que ceux que nous avons a au moins l'avantage d'être au service des populations. D'être au service des populations de façon très concrète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concret par rapport à l'alternative qu'il propose face à ce que nous vivons aujourd'hui en termes de panafricanisme. Il a parlé de passéisme, je suis d'accord avec vous, hein. Il faut s'enraciner dans son passé. Je ne dis pas, je ne suis pas contre qu'on s'enracine dans son passé. Loin de moi ça, mais en réalité, j'ai dit contraire qu'on est contre, on peut être contre et on doit être contre ce passéisme et ce plongeon dans le passé qui oublie le futur. Parce qu'on ne vous a jamais entendu parler des choses concrètes, des solutions concrètes pour que l'Afrique vraiment soit à la dimension ou même diapason que les autres nations par rapport à l'évolution. 30 secondes. Voici des choses sur lesquelles on a des appréhensions, lesquelles il n'y a pas de... et pour lesquelles je ne puis, Monsieur le Président, prononcer un acquittement pour M. Niamsi. Je préfère vous demander de retourner un autre jour, de le mettre en sursis, pour qu'on puisse mieux approfondir, puisque lui-même, apparemment, il est disposé à ça, pour mieux approfondir les débats. Merci. Oui, effectivement. Merci. Mais je ne mets pas du tout en doute ou bien en cause vraiment son talent et sa valeur, la valeur qu'il représente pour l'Afrique, pourvu que cette valeur soit vraiment profitable de façon très concrète et non pas dans les idéaux, dans l'idéalisme plutôt. Les idéaux, c'est pas normal. Merci. Ok, allez-y, Laïchana. Merci, Monsieur le Président. Docteur Niamsi Wa Cameroun Wa Africa est un grand intellectuel. J'aime l'intellectuel qu'il est, qui a à son actif plus de 40 ouvrages. Comme Abdraman l'a dit, c'est un excellent orateur, très éloquent. Mais, Monsieur le Président, les réponses qu'il préconise pour l'Afrique ne me semblent pas être bonnes. Je l'ai dit au cours du débat que c'est un intellectuel controversé. Il est controversé parce que dans ses écrits et dans la pratique, il crée même des instituts pour l'expression des libertés. Et lui, il soutient en même temps des régimes qui ont tendance à restreindre ces mêmes libertés. C'est une contradiction, monsieur le docteur. C'est un controverse. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas le philosophe de son État, professeur d'université, qui vit en Europe, dans un État démocratique, qui profite des retombées de la démocratie, qui veut nous dire que la démocratie n'est pas bonne dans notre pays, qui veut nous dire que nous devons attendre, que la démocratie nous a mis en retard, que nenni. Il n'y a pas de régime mieux que la démocratie. Il n'y a pas de gouvernance mieux que la démocratie. Il prône la dictature en Afrique. Il supporte les putschistes en Afrique. Et ailleurs, il fait la promotion de la démocratie. Dans sa livre, il parle de liberté. De quelle liberté? De quelle liberté? Monsieur le Président, il doit être condamné. Il doit être condamné. Ça ne va pas condamné parce qu'il est controversé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, condamne-le à une peine capitale. À une peine ferme.
Au bénéfice de ces deux réquisitoires, il me plaît de prendre toutes mes responsabilités pour libérer purement et simplement l'accusé des liens de l'accusation. Par conséquent, professeur, vous êtes acquitté, vous pouvez continuer à faire la promotion de votre livre. Je sais que votre séjour au Mali... Merci, Monsieur le Président. Dans le cadre, vous interjetez à appel. Oui, vous pouvez le faire. On se reprendra. Vous pouvez interjeter. On se reprendra en appel. On sort libre du tribunal. Ça, c'est très clair. Le président m'acquitte. L'accusation était infondée. Et j'aurai le droit de revenir au jury et je gagnerai encore. Et encore. Alors, n'oubliez quand même pas, mes chers frères et sœurs qui nous écoutez, samedi 15 février, à partir de 10h, au mémorial Modibo Keïta de Bamako, eh bien, ce sera la cérémonie dédicace de notre livre, L'impérial terrorisme. J'espère que vous y viendrez nombreux. Et même du professeur Kansai, avec une préface du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique du Mali, le professeur Bourema Kansai, que je remercie infiniment ici de la confiance qu'il nous a faite en soutenant ce livre par la brillante préface qu'il lui a offerte. Je remercie mes frères du jury de m'avoir bien tarabistouillé, parfois même persécuté et torturé, mais en tant que philosophe, j'adore ça. Je reviendrai chaque fois que possible. Merci, Monsieur le Président Sidibé, d'avoir reconnu que je suis innocent. Merci beaucoup. Je dois dire à nos téléspectateurs que le livre est déjà disponible au niveau du Grand Hôtel de Bamako, à la librairie Ba, donc de chez Ba. Absolument. Merci, professeur. Notre invité était donc le professeur Franklin Nyamsi, philosophe, écrivain et auteur de ce livre, L'impérial terrorisme, que vous pouvez retrouver dans les librairies Ba au Grand Hôtel de Bamako. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Garage H2A Motors. Mobile Touré Kone Peintre Ko Jigia Fara. Sabu Garage H2A Motors.